Bonjour et bienvenue dans Géopolitis avec une émission consacrée au Niger. Le bras de fer se poursuit entre les putschistes et la CEDEAO, l'organisation des États de l'Ouest africain, qui menace d'intervenir s'ils ne rendent pas le pouvoir. La CEDEAO est déjà intervenue militairement dans plusieurs pays comme le Sierra Leone ou la Côte d'Ivoire, mais la situation au Niger semble nettement plus complexe. Un pays stratégique, 7e producteur d'uranium au monde, et qui va multiplier par 5 ses exportations de pétrole, ce qui aiguise bien des appétits. L'actualité des coups d'État en Afrique se bouscule avec celui au Gabon. Mais nous allons nous intéresser au Niger, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, à la démographie galopante, mais qui était devenu un modèle démocratique dans la région tourmentée d'Afrique de l'Ouest, où 3 autres pays ont déjà subi 5 coups d'État. Maintenant, le Niger devient une menace pour ses voisins, en particulier le Nigeria, qui craint la contagion putschiste, mais aussi pour la lutte contre les flux migratoires que le nouveau pouvoir pourrait arrêter de contrôler. Les militaires devront aussi faire face aux groupes djihadistes qui étaient tenus à distance par les troupes d'élite et les militaires français, sommés de déguerpir d'ici fin septembre, tout comme l'ambassadeur de France, ce qui provoque la colère d'Emmanuel Macron. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Nous verrons avec notre invité, Thierry Vircoulon, spécialiste de l'Afrique centrale et australe à l'IFRI, les conséquences de ce putsch, mais aussi les scénarios pour rendre le Niger au président Mohamed Bazoum, toujours retenu dans sa résidence, dans des conditions difficiles. Ce qui ne sera pas une mince affaire. Le général Tchani, au pouvoir, a annoncé une période de 3 ans avant le retour des militaires dans leur caserne. On fait le point avec Elsa Anguinolfi. Nous sommes prêts à intervenir dès que l'ordre sera donné. Le jour de l'intervention a aussi été fixé. Cet été, la CEDEAO, l'Organisation des États de l'Afrique de l'Ouest, n'a pas hésité à brandir la menace d'une intervention militaire contre le Niger si l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli. En face, les putschistes ne semblent rien vouloir céder. Si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. Depuis le 26 juillet, des militaires ont pris le pouvoir au Niger, dénonçant la situation sécuritaire du pays et sa gestion. Ils retiennent depuis le président élu en 2021, Mohamed Bazoum. Les manifestations contre le putsch sont réprimées alors que des milliers de personnes se rassemblent régulièrement en soutien à ce coup de force. Certains s'en prennent au symbole de l'ancien colonisateur français. L'ambassade a été prise pour cible et la junte a ordonné l'expulsion de l'ambassadeur. Le putsch au Niger n'est pas le premier dans la région. Le Mali a connu 2 coups d'État en 2020 et 2021, la Guinée 1 en 2021 et le Burkina Faso 2 à quelques mois d'écart en 2022. Le Mali et le Burkina Faso, tout comme le Niger, sont touchés par des attaques régulières de groupes djihadistes. « 300 camions chargés de nourriture et de produits ménagers. Ils arrivent du Burkina Faso voisin, alors que le Niger est sous le coup de lourdes sanctions de la part de certains États de la région. Dans le bras de fer en cours, les militaires au pouvoir au Mali et au Burkina Faso semblent vouloir faire front commun avec le Niger. Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Le Mali, le Burkina Faso, mais aussi la Guinée ont déjà été suspendus de la CEDEAO, qui ne reconnaît pas la junte au pouvoir au Niger. Les gouvernements civils de la région craignent de nouveaux coups de force des militaires dans d'autres pays. Parmi eux, le Nigeria. Premier pays d'Afrique en termes de PIB et de population, le Nigeria cherche à affirmer son rôle de puissance régionale et à éloigner le risque d'un retour aux longues années de dictature militaire qu'il a connues après son indépendance. Nous devons nous efforcer de préserver l'intégrité de nos institutions, de protéger la souveraineté de nos États et de sauvegarder les droits démocratiques de nos populations. Le Niger est aussi stratégique pour la France, qui dispose de 1500 soldats sur place. La junte a exigé leur départ.
Les États-Unis ont aussi plus d'1 millier de militaires au Niger. Mais un autre acteur pourrait entrer en jeu, le groupe de mercenaires russes Wagner. Il est présent au Mali et serait actif au Burkina Faso. La junte nigérienne l'aurait aussi sollicité. Mais l'avenir de Wagner reste incertain après la mort de son leader, Evgueni Prigojine, dans le crash d'un avion fin août. Bonjour Thierry Vircoulon, on vous retrouve depuis notre studio de Paris. Vous êtes chercheur associé au Centrafrique de l'Institut français des relations internationales. Vous venez de publier dans The Conversation un article intitulé « Le putsch de trop ». Alors expliquez-nous pourquoi c'est le putsch de trop. Bien, le Niger a connu un putsch cet été et en effet ça a été considéré comme le putsch de trop parce que c'est le troisième maintenant dans la bande sahélienne après le quatrième dans la bande sahélienne après le Mali en 2020, la Guinée en 2021 et le Burkina Faso en 2022. Et pour la CEDEAO et pour aussi Paris, c'est une série en fait. On voit qu'il y a une vraie tendance à remplacement des présidents élus par des militaires et c'est pour ça que c'est considéré comme le putsch de trop puisqu'il y a une épidémie de putsch en Afrique de l'Ouest et cela continue évidemment dans la région. Alors vous venez de citer le Mali. Alors effectivement, il y a eu le Burkina, le Mali, le Niger. On a vu évidemment la main de Wagner, en tout cas au Mali, ça c'est certain. Est-ce que là, il faut aussi y voir peut-être aussi une volonté des Russes de s'implanter dans ce pays ? Non, alors les putschs qui ont eu lieu n'ont pas été provoqués par la Russie, mais celle-ci en a tiré profit, évidemment, puisque ce sont des régimes militaires qui se mettent en place, et donc ça rejoint évidemment son autoritarisme, et ce sont des régimes militaires en ce qui concerne le Mali et le Burkina Faso, pas vraiment la Guinée, mais qui ont pris une orientation pro-russe. Donc c'est tout en effet à l'avantage de la Russie de voir des militaires chasser des gouvernements élus, mais des militaires qui sont pro-russes. Alors en ce qui concerne le Niger, il y a aussi eu des contacts, on va dire, mais pour le moment il n'y a pas de présence de troupes de Wagner au Niger. Mais par contre, si la CEDEAO intervenait militairement, comme elle veut toujours le faire, même si ça semble peu probable, est-ce que ce ne serait pas l'occasion rêvée pour les putschistes d'appeler les Russes à la rescousse ? Oui, sans doute, il serait probablement tenté de les appeler à la rescousse, mais le problème c'est de savoir si ceux-ci seraient en mesure de répondre, puisque actuellement le groupe Wagner, comme vous le savez, a perdu son leadership dans une explosion d'avion qui n'a rien de naturel, et par conséquent la possibilité de ce soutien russe reste avec un point d'interrogation. Est-ce qu'il pourrait envoyer des combattants sur ce théâtre d'opération actuellement? C'est encore douteux. Alors vous dites dans votre article aussi que le pactole sécuritaire lié à la guerre contre les djihadistes aiguise bien des appétits. On parle de 115 millions d'euros qui auraient été détournés par les militaires. Est-ce que c'est ce qui explique le putsch? Parce qu'on savait que le président Bazoum voulait remettre de l'ordre dans tout cela. Oui, il avait en effet procédé à des nouvelles nominations parmi les sécurocrates nigériens et le chef de la garde présidentielle qui a été l'âme du putsch et qui est maintenant à la tête du Niger devait être remplacé à un conseil des ministres et il a organisé un putsch juste avant. De même, on voit le numéro 2 de la junte qui avait été remplacé aussi au mois de mars par le général Bazoum. Et donc on voit que les gens qui ont pris le pouvoir actuellement au Niger sont en effet des militaires qui étaient soit déjà écartés, soit qui allaient être écartés. Et évidemment, leur position très importante dans le système sécuritaire nigérien leur permettait d'avoir une rente sécuritaire et de tirer profit de la grande corruption qui règne dans l'armée nigérienne. Alors évidemment, c'est la France qui est mise à l'index en ce moment. On voit les difficultés, évidemment, avec l'ambassadeur qui doit être normalement expulsé, l'armée française qui devrait se retirer. Comment expliquer ce rejet aussi massif de la France ?
La France est utilisée par ces régimes comme le bouc émissaire parfait parce que il y a depuis longtemps une forte critique de la politique africaine de la France en Afrique de l'Ouest, parce que l'opération Barkhane au Sahel a été un échec et qu'elle a provoqué un fort ressentiment populaire. Et du coup, pour les putschistes qui arrivent au pouvoir et qui n'ont pas de légitimité politique, évidemment, la façon la plus facile et la plus rapide de se créer cette légitimité, c'est d'accuser la France de tous les maux et de dire qu'il y a de mobiliser ce qu'on appelle le complot de la France contre l'Afrique, qui est une ressource politique maintenant qui a été extrêmement exploitée par les élites africaines depuis quelques années. Et c'est ce qu'ont fait les putschistes nigériens immédiatement après leur prise de pouvoir. Ils ont accusé la France et ils ont organisé un certain nombre de manifestations et ils ont surfé donc sur ce sentiment anti-français qu'il y a dans une partie de la population au Niger pour se créer une popularité à bas prix et rapide. Alors le Niger est un pays pauvre, un des pays les plus pauvres de la planète, mais il est le 7e producteur d'uranium et il dispose de réserves de pétrole très importantes. On se retrouve juste après ce sujet de Mélanie Ohayon. Dans le nord du Niger, cette mine à ciel ouvert exploite l'un des plus importants gisements d'uranium au monde. Ici, à Arlit, l'entreprise française Orano, anciennement Areva, est présente depuis près de 50 ans. Elle vient de signer avec le gouvernement nigérien la prolongation de ses activités jusqu'en 2040. Sur le volet industriel, nous nous engageons mutuellement à collaborer pour permettre à Somaïr de durer, pour exploiter le plein potentiel des gisements de Somaïr et faire durer cette mine. Sur les différents sites exploités par les Français au Niger depuis les années 70, cette mine est la seule encore en activité. Orano envisage d'exploiter un autre gisement présenté comme la mine du siècle sur le site d'Imouraren. L'uranium nigérien a contribué entre 2005 et 2020 à 19% des approvisionnements des centrales nucléaires françaises. Plus largement, le Niger fournit un quart des besoins de l'Union européenne. Les Européens ne sont pas les seuls à convoiter le précieux minerai. La Compagnie nationale d'uranium chinoise envisage de relancer l'exploitation de la mine d'Azélik. Le géant de l'uranium canadien Global Atomic est implanté à Dassa et détient 6 permis d'exploration. Le sol nigérien est riche en uranium, mais aussi en pétrole. Depuis la découverte des gisements d'Agadem, le géant chinois de l'énergie PetroChina a considérablement investi pour exploiter le pétrole du Niger. Et pour l'exporter à l'international, la Chine et le Niger sont en train d'achever la construction de cet immense oléoduc, le plus long d'Afrique. Depuis les champs d'Agadem, il relie le Niger au port béninois de Sémé. Il y a à peine quelques années, plusieurs gisements d'or ont aussi été découverts. Là-bas, il y a des gens qui ont trouvé de l'or. Il y a de l'or ici, mais il faut patienter seulement. Il faut avoir creusé beaucoup. Il faut creuser à peu près 4,5 mètres. Ces gisements attirent autant de simples travailleurs que des groupes djihadistes ou des compagnies étrangères. Parmi elles, des compagnies minières canadiennes exploitent déjà le filon. Alors, quelle est l'importance stratégique du Niger ? Bien, le Niger était le dernier pilier, si je puis dire, de la lutte des Occidentaux et notamment des Français et des Américains contre le djihadisme au Sahel, puisque l'armée française a dû quitter le Mali et le Burkina Faso à la demande des autorités. Et donc, elle s'était repliée, elle avait replié son dispositif sur le Niger, qui est face à des groupes djihadistes à la fois sur sa frontière sud et sur sa frontière ouest. Et puis,
les États-Unis ont aussi là-bas une base de renseignement dans le nord du Niger, qui leur permet en effet de recueillir du renseignement sur la zone, sur la bande sahélienne. Donc ils jouaient un rôle important dans le dispositif de lutte contre les groupes djihadistes au Sahel, mais ils jouaient aussi un rôle important pour le contrôle des routes de la migration, puisqu'il faut savoir qu'au moment, à l'apogée de la crise migratoire, une des grandes autoroutes des migrants subsahariens vers la Libye et puis après pour passer la Méditerranée, c'était Agadez, c'était la région qui se trouve entre Agadez au nord du Niger et le sud de la Libye, et qu'au plus fort de cette crise vers les années 2015, il y avait à peu près 100 000 personnes qui sont passées par ce couloir migratoire. Alors justement, vous parlez de la question djihadiste, elle est fondamentale dans toute cette zone sahélienne. D'ailleurs, tous ces putschs ont pour motivation des raisons aussi sécuritaires. Là, on peut se dire que c'est un peu contre-productif. Les meilleurs éléments de l'armée nigérienne ont été, semble-t-il, rapatriés vers la capitale Niamey et ne se battent plus contre les djihadistes qu'ils faisaient avec l'armée française. Donc le fait de renvoyer les Français, qu'est-ce qui va se passer ? On a vu que cet été, en effet, il y a eu une reprise des attaques des groupes djihadistes sur l'ouest du Niger, alors que le front était assez calme ces derniers mois, pendant le premier semestre de cette année. Donc en effet, à partir du moment où on retire des troupes du front, eh bien, les djihadistes attaquent et progressent, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on voit qu'en effet, la concentration des troupes pour soutenir le putsch, en quelque sorte, s'est faite aux dépens de la sécurisation de la frontière ouest. Et on va voir comment ça évolue ces prochains mois, puisque en effet, le risque que les djihadistes continuent leurs attaques est important s'il n'y a pas un renforcement de ce front sécuritaire au Niger. Oui, justement, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, parle de 600% d'augmentation des actions djihadistes. On a eu récemment aussi une attaque au Burkina, où il y a eu 53 soldats tués. D'une certaine manière, les djihadistes vont vraiment prendre le terrain qu'ils pourront, enfin, ils vont s'étendre encore plus. Oui, ils continuent leur progression dans la région, et en effet, aussi bien la junte malienne que la junte burkinabé et la junte nigérienne maintenant, sans le soutien des Occidentaux, à la fois le soutien en renseignement et aussi en capacité de déplacement et en opération, et en soutien aux opérations, sans ce soutien, ils se trouvent dans une situation très difficile, et on voit qu'en effet, les djihadistes, notamment au Burkina Faso, occupent maintenant une grande partie du territoire. Alors, on parlait aussi dans le sujet des réserves stratégiques du Niger, l'uranium, le pétrole. Est-ce que cette menace djihadiste, elle va jusque-là? Est-ce qu'il y a un risque, par exemple, sur l'approvisionnement en uranium? Pour la France, par exemple, on sait qu'évidemment l'importance des mines d'Arlit pour l'ex-société Areva. Justement, pas vraiment, puisque en fait, le Niger a représenté le deuxième fournisseur étranger de la France derrière le Kazakhstan en ce qui concerne l'uranium, mais que en fait, lorsqu'on regarde dans le temps comment ça évolue, on voit que les statistiques baissent et que l'importance du Niger n'a cessé de baisser. Orano, qui exploite l'uranium au nord du Niger, a 3 permis miniers, et en fait elle n'a qu'une seule mine active sur 3, les 2 autres étant mises en sommeil parce qu'il y a des problèmes de rentabilité. Donc en fait le Niger est un des producteurs d'uranium dans le monde, mais seulement un des producteurs d'uranium, et en ce qui concerne la France, on voit qu'il y a une diversification de son approvisionnement et qu'elle pourra se substituer l'uranium nigérien si par exemple Orano venait à perdre sa dernière mine au nord du Niger. Mais il y a un autre acteur important, c'est la Chine, qui semble beaucoup miser sur l'exploitation du pétrole. Ça, c'est évidemment aussi quelque chose d'assez stratégique.
Ouais, c'est stratégique, sauf que c'est une petite production. Le Niger est devenu un producteur pétrolier il y a seulement quelques années et un tout petit producteur pétrolier puisqu'il est à 20 000 barils par jour et que pour devenir, comme c'est un pays enclavé, pour qu'il devienne un grand producteur pétrolier, enfin plus grand, parce qu'il ne sera jamais un grand producteur pétrolier, les réserves ne sont pas suffisantes, mais pour qu'il augmente sa production pétrolière, il faut qu'un oléoduc soit construit, qu'il le relie à la côte et par le Bénin, et donc l'arrivée de la junte risque de compromettre en fait le développement pétrolier du pays. Eh bien, merci Thierry Vurcoulon, c'était un plaisir de vous recevoir dans Géopolitis. On va évidemment continuer à suivre l'actualité politique de ces pays d'Afrique où d'autres coups d'État peuvent survenir. On vient de le voir par exemple avec le Gabon. Merci beaucoup. La CEDEAO maintient toujours la pression et ses menaces d'intervention militaire, même si elle est peu probable. Ce ne serait pas la première fois que cette organisation à vocation économique sert de bras armé pour rétablir l'ordre dans la région. Olivier Kohler. « 18 janvier 2003. 1200 hommes des forces armées de la CEDEAO débarquaient à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour une mission de maintien de la paix et pour faire respecter un cessez-le-feu alors que le pays menace de sombrer dans une guerre civile. Mes soldats ont pour mission de faire respecter la paix. Nous réglons les questions logistiques, puis nous irons immédiatement sur la ligne de front. Créée il y a 23 ans, cette force d'interposition et de maintien de la paix peut mobiliser jusqu'à 20 000 hommes, engagés tour à tour au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire et au Mali. Le dernier grand théâtre d'opération des forces armées de la CEDEAO pour tenter de contrer l'offensive djihadiste qui menace Bamako, la capitale. Bienvenue à Bamako. On va travailler ensemble et on fera en sorte que vous appréciez votre séjour. En 2013, 900 soldats nigérians débarquent à Bamako, très vite suivis par un contingent de 3000 soldats africains. Le contingent nigérian sera suivi immédiatement par celui du Togo, ainsi de suite au Burkina Faso. Tout le monde arrive. Le Niger également, ainsi de suite. Une opération en appui aux forces françaises engagées dans l'opération Barkhane pour enrayer la menace djihadiste et maintenir en étroite coopération avec Paris la stabilité et l'intégrité territoriale du Mali. Ce combat que nous allons mener ensemble, nous allons le gagner. La France n'est pas seule. Vos frères africains sont à vos côtés. Impuissante à pacifier la crise au Mali, contestée par plusieurs États membres l'accusant de connivence avec la France et l'Occident, les forces armées de la CEDEAO sont à nouveau sur le qui-vive après le coup de force de la junte militaire au Niger. Le Sahel n'en est pas à son premier coup d'État, c'est même plutôt la règle dans ces pays où l'armée a toujours eu un rôle de premier plan depuis la décolonisation. Une armée qui pouvait être le fer de lance révolutionnaire, comme au Burkina Faso, avec la prise du pouvoir du capitaine Thomas Sankara le 4 août 1983. Un homme assassiné 4 ans plus tard et qui reste un symbole des luttes anti-impérialistes et pour l'égalité. C'est notre rubrique ce jour-là. Thomas Sankara, capitaine de 35 ans. Président de la Haute-Volta, il a pris le pouvoir par un coup d'État le 4 août 1983. C'est parmi les couches les plus pauvres de la population qu'il compte ses plus chauds partisans. Camarades, il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer. Camarades, les mauvais maris, les paresseux, l'impérialisme, le colonialisme. Il aime à montrer l'exemple, il affectionne les gestes symboliques. Il est en train de se créer un personnage à la fois séducteur et menaçant. Une révolution qui n'est dirigée contre aucun peuple, contre aucun pays. Une révolution qui vise à redonner au peuple voltaïque sa dignité et à lui permettre
d'accéder lui aussi à un bonheur qu'il aura défini d'après ses normes à lui. Mercredi, jour de réunion du Conseil des ministres. Ceux-ci s'y rendent dans leur nouveau véhicule de fonction. En effet, là aussi, pour montrer qu'on veut rompre avec d'anciennes habitudes, d'anciens privilèges, les Mercedes, symbole du pouvoir utilisé par les précédents régimes, ont été remplacés par des R5. Pratiquant une politique exigeant énormément de sacrifices, le capitaine Sankara se sait physiquement menacé. Il voyage en employant des ruses et en ayant une protection rapprochée importante. Peu de gens savent où il se trouve. Il se déplace en secret, il utilise plusieurs résidences. Les troupes chargées de sa sécurité sont constamment changées, car il a parfaitement conscience qu'un prochain coup d'État lui coûterait certainement la vie. Le Sénégal restera-t-il l'exception démocratique après cette épidémie de coups d'État? Les élections présidentielles de février 2024 se feront sans l'actuel président Macky Sall, très contesté et qui a préféré renoncer, mais aussi sans le principal opposant au régime, Ousmane Sonko, accusé de viol et emprisonné. Très proche des frères musulmans, mais également très populaire auprès des jeunes, il fait figure de martyr depuis qu'il a entamé une grève de la faim. Les manifestations violemment réprimées de ses partisans et la dissolution de son parti ont suscité l'indignation de certains intellectuels sénégalais comme Felwine Sarr, mais aussi de Jean-Luc Mélenchon en France, qui ne se formalise pas de sa volonté de rétablir la peine de mort. Après le Niger, notre prochaine émission s'intéressera à un autre pays passé sous les fourches caudines d'un caudillo, le Chili, 50 ans après le coup d'État de Pinochet. En attendant, au nom de toute l'équipe de Géopolitis, je vous remercie de continuer à nous suivre fidèlement sur la RTS, chez notre partenaire TV5 Monde et sur notre chaîne YouTube. Portez-vous bien.